L'actualité aux États-Unis, l'actualité politique, l'actualité des entreprises, on en parle chaque après-midi avec Grégory Volokin qui est en duplex avec nous depuis New York, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory, ça n'était pas un jour férié pour les marchés américains hier. On retiendra que le Nasdaq a marqué un nouveau plus haut historique pour bon nombre de grandes valeurs technologiques, à commencer par Apple. Allons-y sur Apple, ce seront les résultats peut-être les plus regardés ce soir après la clôture des marchés chez vous, Grégory. Qu'est-ce qu'on attend du deuxième trimestre? Ils sont toujours en exercice décalé, Apple. Qu'est-ce qu'on attend du trimestre écoulé pour la firme à la pomme? Oui, en effet, pourquoi ces résultats sont-ils si importants? C'est comme vous le disiez, le Nasdaq bat des records tous les jours et Apple, qui est la plus grosse capitalisation à la fois du Nasdaq et du marché mondial, avec pratiquement 750 milliards de dollars de capitalisation, est en hausse de 27% cette année. Donc évidemment, il va falloir des bons résultats. Mais surtout, ces bons résultats ne sont rien par rapport au cycle produit. Je m'explique. On attend pour 52 milliards de ventes sur le trimestre. On devrait y arriver. On attend en gros entre 51 et 52 millions de téléphones vendus sur le trimestre. On devrait y arriver. Mais ce qui est vraiment important, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer à partir du mois de septembre. Donc, en gros, pour les prochains trimestres, puisque il va y avoir l'introduction finalement d'un nouvel iPhone. Il faut savoir une chose. L'iPhone 6, qui avait eu un immense succès, a été introduit en 2015 et 300 millions de ces iPhones ont été vendus à l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, pratiquement 30% de tous les iPhones qui sont en circulation ont plus que 2 ans. Et le grand espoir de Wall Street, et c'est pour ça que le titre monte tellement, c'est qu'il va y avoir ce nouveau cycle produit avec des gens qui vont vouloir renouveler leur iPhone, parce que c'est vrai qu'un iPhone qui a 2, 3 ou 4 ans, il commence à être peut-être un peu obsolète. Alors pour ça, il faudra des nouveaux gadgets, entre guillemets, et je dirais une chose qui serait alors extrêmement importante, et c'est un analyste de Wall Street qui en parle ce matin, la possibilité que le nouvel iPhone, ou en tout cas une série de ce nouvel iPhone, puisse être chargé sans fil, à distance. Ça serait, alors vous imaginez, pour tout le monde, un grand confort d'utilisation. Et là, vraiment, on aurait alors un succès énorme. Ah ouais, voilà pour le cycle produit d'Apple. Donc on verra ce qui nous est livré ce soir à l'occasion de la publication des résultats trimestriels. Un mot du cash d'Apple aussi. On attend 250 milliards de dollars de cash rapportés par Apple ce soir. Dans le contexte actuel et le contexte fiscal qu'on connaît aux États-Unis, est-ce qu'on peut attendre un discours particulier d'Apple et comment est-ce que ce cash va être alloué? Ils font le point régulièrement, une fois par an au moins, sur leur allocation de ce cash. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire ce soir, Grégory? Je pense qu'ils vont essayer d'être politiquement corrects. Donc, en gros, ils vont sûrement augmenter le dividende. On pense une augmentation du dividende de 10%, mais ça, c'est pas grand-chose. Je pense qu'une chose qui serait pas très habile de leur part, ça serait de parler de rachat d'actions, parce que c'est vrai que Apple aimerait beaucoup rapatrier une partie de ce cash, mais l'administration Trump voudrait que le cash des compagnies revienne aux États-Unis, non pas pour aller directement dans la poche des actionnaires par l'intermédiaire de rachat d'actions, mais plus dans des investissements en capex, en recherche, en emploi. Le problème, c'est que Apple n'est pas une compagnie qui fasse des grosses acquisitions. Il faut beaucoup d'acquisitions, mais des petites. Donc, ils ont beaucoup trop d'argent. Et en fait, on dit que ces 250 milliards, c'est plus que les réserves de cash combinées des États-Unis et du Canada. C'est un chiffre absolument incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer de Apple? Surtout qu'ils aient un discours qui indique que si ce cash revenait aux États-Unis, ils en feraient un usage qui serait favorable à l'économie. Et je pense que ça serait peut-être ça qui ferait le plus plaisir non seulement à Donald Trump, mais aussi, je pense, au marché qui verrait là un relais de croissance. Bon, on suivra ça ce soir. Apple qui attend ses résultats sur des plus hauts historiques. Le titre est quasiment désormais à 150 $, 147 $ et quelques. Et il progresse encore légèrement cet après-midi. Grégory, à propos de fiscalité, où est-ce qu'on en est de la séquence politique? On a suivi, ou pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers développements du point de vue du Congrès, on a un accord des négociateurs pour faire passer une loi de financement qui permettra à l'administration fédérale de tenir jusqu'en septembre. Donc tout ça va être validé cette semaine. Qu'est-ce qu'on attend là de cette semaine du point de vue des relations entre la Maison-Blanche, Donald Trump et le Congrès? Quels vont être les dossiers chauds?
Déjà, ça commence assez mal ce matin parce que Trump a fait un tweet il y a une vingtaine de minutes en disant oui, évidemment, le gouvernement maintenant va fonctionner jusqu'au mois de septembre, mais j'espère qu'au mois de septembre, on va plus pouvoir le financer parce que, en fait, il faut changer les règles de majorité, qu'il n'y ait plus que 51 sénateurs qui doivent voter ce budget. Et puis, de toute façon, si le gouvernement n'est plus subventionné, ça sera très bien pour les Républicains. Il faut qu'ils prennent une grosse majorité lors des prochaines élections. Donc, c'est vraiment des discours un peu incendiaires. Et le problème, c'est qu'avoir un discours incendiaire en pleine période où on essaye de faire avancer des lois, ça va peut-être ne pas faciliter les choses. Alors, du côté de la santé, ça a l'air de s'être bien arrangé. Il y a encore une question, c'est de savoir si les gens qui ont des conditions médicales préexistantes, non seulement vont pouvoir être assurés, parce que ça, ils vont pouvoir être assurés, mais est-ce que les compagnies vont avoir le droit d'augmenter leurs primes pour ces gens-là? Évidemment, si vous commencez à augmenter fortement les primes pour des gens qui sont déjà malades et qui en principe n'ont pas de travail, ça va être très difficile pour eux de payer. Donc là, on parle d'une aide de l'État qui aiderait les compagnies d'assurance à prendre en charge ces patients. Donc ça avance un peu de ce côté-là. Du côté des impôts, je pense qu'on en est encore toujours à cette carte postale qui n'a pas été encore remplie dans les détails. Bon, voilà donc pour la séquence politique avec le retour donc de cette réforme de la santé, Trump Care 2, qui sera à nouveau débattue entre le Congrès et l'administration et la Maison Blanche cette semaine. Grégory, un mot au passage peut-être. Alors là aussi, c'est une volonté affichée de Donald Trump de rapatrier les emplois aux États-Unis, relocaliser un certain nombre d'industries. À ce sujet, alors c'est une société indienne, leader mondial dans le secteur des services informatiques, le géant Infosys qui a annoncé la création de 10 000 emplois aux États-Unis. Pour quelle raison, Grégory ? Pour une raison simple, c'est qu'en fait Trump propose de restreindre vraiment drastiquement le nombre de visas HB1 qui sont accordés aux étrangers. Alors il faut savoir qu'Infosys, en gros, il faisait des demandes de visa massives puisque c'est un système de loterie. Donc, en faisant ces demandes de visa massives, ils demandaient 80 000 visas. Ils en obtenaient en moyenne 20 à 30 000 par année, pratiquement 20% des visas obtenus aux États-Unis. Mais le problème, c'est qu'ils payent leurs employés indiens, évidemment, beaucoup moins que les Américains. En moyenne, un technicien indien de Infosys qui travaille aux États-Unis gagne 80 000 $ par année. C'est pas mal, mais pour la même position, un Américain qui travaillerait chez un Microsoft ou un Google gagne 120 000, pratiquement 40% de plus. Donc là, Infosys essaye de sauvegarder leur part de marché aux États-Unis en créant peut-être des emplois aux États-Unis, mais c'est difficile de dire qu'ils vont créer des emplois puisque de toute façon, c'est des travailleurs à la fois temporaires et des consultants, donc rien de fixe. Ça va peut-être dans le sens de la visite politique du Premier ministre indien cette semaine à Washington. Bon, et puis un mot peut-être alors d'un marché qui est très suivi en ce moment, très commenté. Il y a l'immobilier évidemment, un marché crucial pour l'activité économique aux États-Unis, mais en matière de consommation, il y a un marché qui est très très suivi parce que souvent c'est un marché un peu précurseur quand même des comportements de consommation des Américains. C'est le marché automobile. Que nous dit ce marché automobile au mois d'avril? On a les firmes américaines là qui publient leurs immatriculations, leurs ventes de voitures neuves pour le mois d'avril. Qu'en est-il, Grégory? Évidemment, il y a 3 mois, on était au plus haut des ventes. Et résultat, une fois qu'on est au plus haut, les choses se détériorent. Mais ça se détériore rapidement. Et je dirais, c'est un peu la faute des constructeurs. Ils avaient beaucoup augmenté tout simplement les prix des voitures. Ils étaient devenus trop gourmands. Vous regardez par exemple le Ford ce mois-ci, leur vente de gros 4x4 se tient à peu près. Leur vente de voitures individuelles en baisse de 20%. La moyenne des baisses maintenant, donc, c'est 7% sur le mois pour Ford, 5% pour GM. Alors il faut savoir que ces constructeurs, ils réagissent. Ils se sont pas endormis, mais ils réagissent d'une façon qui est pas très très bonne non plus pour eux. Ils font des discounts et le discount moyen actuellement pour l'achat d'une voiture neuve aux États-Unis est de 3 800 $. C'est pratiquement 3 500 € qui sont soustraites du prix de catalogue pour chaque acheteur de nouvelles voitures. C'est la façon d'essayer de garder ses parts de marché. Mais je pense que là on était arrivé en haut de cycle et c'est vrai que par rapport au produit national brut, ça a été très négatif sur le premier trimestre et ça pourrait inquiéter
aussi sur le deuxième trimestre. La réunion de la Fed et ce que va dire la Fed à ce propos va être sûrement très intéressante, puisque c'est clair que le premier trimestre a été un peu lent et que si ça se poursuivait sur le trimestre suivant, 3 hausses des taux cette année, peut-être, mais il faudra quand même mieux les préparer actuellement. Bon, on verra, on rappelle, un PIB du premier trimestre plus 0,7%, première estimation qui a été dévoilée la semaine dernière. La réunion de la Fed qui commence aujourd'hui avec une décision, ou même plus précisément un statu quo monétaire qui est attendu demain soir à partir de 20h. Pas de conférence de presse de Janet Yellen suite à cette réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et le marché pour l'instant qui anticipe toujours un prochain relèvement de taux lors de la prochaine réunion de la Fed qui aura lieu mi-juin. Les résultats d'entreprise Apple donc à suivre ce soir évidemment en vedette après la clôture des marchés américains. Apple qui évolue sur des plus hauts historiques comme bon nombre de valeurs techno, Microsoft, Alphabet, maison mère de Google ou encore Netflix. Tous ces titres sont au plus haut, ont permis au Nasdaq notamment de marquer un nouveau plus haut historique hier. Les actions américaines pour l'instant qui évoluent sans véritable tendance positive chez nous en Europe avec un CAC 40 qui progresse de l'ordre de 0,5%, tout proche à nouveau des 5300 points, 5291 points.